Bonjour à tous. Nous vous remercions avec le docteur Delva pour cette invitation pour vous parler d'un sujet d'actualité qui est l'infertilité, l'environnement en question. Moi, je suis docteur Chancel de Bordeaux, je suis biologiste médicale et donc je travaille dans le service de biologie de la reproduction au CHU de Bordeaux. Et docteur Delva travaille au centre Artemis. Elle aura l'occasion d'en dire quelques mots tout à l'heure. Donc moi, je démarre pour présenter un petit peu l'infertilité en première intention. Alors, l'infertilité est présentée aujourd'hui comme un sujet étant un problème majeur de santé publique. C'est présenté à la fois d'un point de vue par les scientifiques, mais également politique, comme ce problème majeur de santé publique. Je vais juste définir un petit peu ce que c'est ce concept. Il faut déjà bien faire la distinction donc, entre la fertilité et l'infertilité. La fertilité, c'est une potentialité. C'est le fait de pouvoir procréer dans une population qui est en désir d'enfant. Et donc, à l'inverse, il faut voir ce que c'est que l'infertilité, qui est la difficulté à concevoir un enfant. Donc, on a une définition qui a été posée par l'OMS, qui dit que l'infertilité est une affection du système reproducteur masculin ou féminin, définie par l'impossibilité d'aboutir à une grossesse après 12 mois ou plus de rapports sexuels non protégés réguliers. Donc, vous voyez que la probabilité de survenue d'une grossesse au cours d'un cycle menstruel chez un couple n'utilisant pas de contraception est variable, surtout en fonction de l'âge de la femme. Donc en moyenne, cette probabilité de survenue d'une grossesse, elle est de 20 à 25%. Mais finalement, ça, ce sont des chiffres qui sont plutôt chez une population jeune, donc chez une femme de 25 à 30 ans. Et puis vous voyez que ce chiffre baisse avec l'âge. Ça passe à 12% à 35 ans et finalement 6% à 40 ans. Donc vous voyez déjà cet effet de l'âge, notamment de l'âge de la femme, qui est vraiment important sur les chances de procréer. Et puis finalement, on aura 10% des couples qui vont rester infertiles après 2 ans de tentative. Donc nous, dans un contexte d'infertilité, on va pouvoir lancer différentes explorations de l'infertilité. Ça va pouvoir être exploré après donc soit 1 an ou plus de rapports sexuels non protégés, mais ça va être surtout chez des femmes jeunes avant 35 ans. Il est possible de raccourcir ce délai à 6 mois chez des femmes après 35 ans, ou également chez des femmes qui vont avoir des troubles du cycle ou des antécédents de pathologies génitales masculines ou féminines. Donc c'est vrai que quand on a des couples qui vont aller consulter pour infertilité, on va pouvoir démarrer des explorations plus ou moins rapidement en fonction du contexte global. Alors, la prévalence dans le monde, vous voyez que ça touche quand même 1 personne sur 6, ce qui est énorme, c'est 17,5% de la population mondiale. Donc, vous voyez que les chiffres sont assez larges. Quand on regarde un peu dans la littérature, c'est entre 48 et 186 millions de personnes dans le monde. En Europe, ça touche 25 millions de personnes. Et en France, c'est quand même 3,3 millions de nos concitoyens qui sont touchés par l'infertilité. On va avoir 1 couple sur 4 à 1 couple sur 6 qui va consulter pour infertilité. Finalement, on va en avoir 1 sur 10 qui va recevoir des traitements. Et puis, in fine, on a quand même 1 enfant sur 30 en France qui va être issu d'AMP. Donc, AMP, c'est pour assistance médicale à la procréation. Donc, vous voyez, dans une classe, c'est quand même 1 enfant par classe qui est issu d'assistance médicale à la procréation. Donc, c'est quand même aujourd'hui loin d'être négligeable. Les nouvelles estimations montrent aujourd'hui que la prévalence de l'infertilité varie finalement peu d'une région à l'autre et que de même les taux sont comparables, que les pays soient des revenus à niveau élevé, intermédiaire ou faible, ce qui indique qu'il s'agit vraiment d'un problème sanitaire majeur dans tous les pays et dans toutes les régions du monde. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'infertilité a une place paradoxale dans le débat public, puisque, comme je vous l'expliquais à l'instant, on a de nombreux concitoyens qui vont être infertiles. Et pour autant, c'est un sujet qui va être peu débattu, mal connu et souvent ignoré. Ça a des implications à la fois individuelles et collectives, et puis ça touche à l'intimité des hommes et des femmes, et donc probablement que c'est une des raisons pour laquelle jusque-là, on n'en parlait pas beaucoup, même si on voit que ça évolue, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui. C'est un défi pour l'ensemble du système de santé, aussi bien en matière de prévention
que de prise en charge curative. Alors, quelles sont les étiologies de l'infertilité? Donc, vous voyez que pour que vous reteniez avec un message, pour que ce soit assez facile, vous voyez à peu près 30% d'infertilité qui sont d'origine féminine, 30% d'origine masculine, 30% d'origine mixte, c'est-à-dire avec une composante à la fois masculine et féminine, et puis on va avoir 10% d'origine inexpliquée. Alors juste pour que vous ayez un peu des grandes idées sur les raisons de l'infertilité masculine, donc on va avoir différentes catégories. On va avoir des troubles de l'ovulation, qui sont donc des troubles du système endocrinien, responsables de déséquilibre des hormones liées à la reproduction. Donc on va avoir des syndromes bien connus comme le syndrome des ovaires polykystiques, qui va toucher à peu près 10% des femmes, qui est caractérisé par un taux de testostérone qui est élevé, et puis des troubles du cycle. On peut également avoir des troubles de l'ovulation d'origine centrale, puisqu'on sait que tout ça est régulé par le cerveau, et que quand il y a un dysfonction à ce niveau-là, ça va pouvoir avoir un impact sur l'ovulation. On va avoir également l'endométriose, on en entend parler de plus en plus. L'endométriose qui est le fait qu'on va avoir des fragments d'endomètre qui vont être présents à d'autres endroits qu'au niveau de l'utérus. Donc là, vous pouvez voir, on va pouvoir en avoir au niveau des intestins, au niveau du péritoine, sur les ovaires ou les muscles utérins, qui peut être un facteur d'infertilité. On peut également avoir des patientes qui vont avoir des insuffisances ovariennes débutantes ou prématurées. On sait que les femmes naissent avec leur stock ovocytaire et que ce stock ne fait que diminuer au cours de la vie des femmes. Et ce stock va diminuer plus ou moins vite en fonction des femmes jusqu'à la ménopause. Et on sait que certaines femmes vont avoir une baisse du stock folliculaire plus rapide que chez d'autres, et donc avec potentiellement des ménopauses plus précoces. Et donc, cette diminution du stock de follicules va s'accompagner parfois également d'une altération de la qualité ovocytaire, et un arrêt des cycles plus rapides. On va également avoir des pathologies tubaires, donc avec par exemple des obstructions tubaires qui vont être secondaires à des infections sexuellement transmissibles non traitées ou à des complications chirurgicales. Et puis on peut également avoir des pathologies utérines avec présence par exemple de cloisons utérines, avec présence de fibromes ou de polypes qui peuvent empêcher l'implantation. Chez l'homme, on va avoir des infertilités masculines qui vont être liées à des anomalies qualitatives ou quantitatives du sperme. Pour pouvoir distinguer les patients potentiellement fertiles des autres, on va avoir des normes OMS qui ont été revues en 2021, qui sont décrites à partir d'éjaculats d'hommes dont la conjointe était enceinte après moins d'1 an de rapports sexuels non protégés. Et donc ces anomalies qualitatives et quantitatives du sperme vont être détectées par le spermogramme, spermocytogramme. Alors avec le spermogramme, on va surtout détecter des anomalies quantitatives. On est un peu limité pour l'analyse qualitative. Et donc, ce qu'on va pouvoir retrouver, c'est avec soit des obstructions de l'appareil reproducteur, on peut avoir des troubles hormonaux, des causes testiculaires, donc le fait que le testicule ne fonctionne pas bien et ne produise pas de spermatozoïdes ou pas suffisamment, ou également des anomalies de la fonction des spermatozoïdes. Et donc, tout ça peut être à l'origine d'une incapacité pour l'homme de procréer naturellement, avec des anomalies qui peuvent aller d'une anomalie modérée du sperme à carrément une absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat. On va avoir des anomalies qui vont concerner à la fois le nombre des spermatozoïdes, mais également la mobilité des spermatozoïdes ou également la forme des spermatozoïdes. Alors, on peut faire le constat d'une baisse de l'indicateur de fécondité. Donc ça, c'est une publication qui est sortie, en 2024, qui a regardé un petit peu au niveau mondial quel était l'indice de fécondité. On sait qu'on peut avoir un remplacement des générations si l'indicateur conjoncturel de fécondité est à 2,1 enfants par femme. En France, on voit que ça baisse depuis ces dernières années. Il était à 2 enfants par femme entre 2006 et 2014, 1,84 en 2020 et 1,68 en 2023. Et vous voyez que même au niveau... Même au niveau mondial, vous voyez que 2,1, c'est au niveau du trait ici, et qu'au niveau mondial, on arrive à un indicateur de fécondité qui passe sous le seuil du renouvellement
des générations, que ce soit donc dans les pays du Nord, mais également on voit que les perspectives, c'est que même dans les pays du Sud, on passe dans les années à venir, dans les années même en rouge, vous voyez les derniers à arriver sous la barre sera dans les années 2080. Tout ça est associé à un choix de vie à la fois individuel, mais aussi associé à des choix collectifs liés au développement de la contraception, aux politiques de natalité, mais aussi potentiellement à une augmentation de l'incidence de l'infertilité. Alors je me suis posé la question finalement, mais quels étaient les marqueurs d'une diminution de la fertilité ? C'est vrai que finalement c'est difficilement quantifiable, et donc on peut avoir quand même différents marqueurs. Un des premiers marqueurs peut être l'augmentation du recours à l'AMP. Et donc sur la gauche, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2019, en Europe, on a eu plus d'1 million de cycles d'assistance médicale à la procréation dans les pays européens. Et on voit qu'on a une augmentation de 5 à 10% par an depuis ces dernières années, même si maintenant ça a un petit peu tendance à stagner. En regard, aux États-Unis, on a plus de 330 000 cycles et 88 000 cycles en Australie et en Nouvelle-Zélande. En France, les traitements de la fertilité ont augmenté de 24% entre 2008 et 2017 chez les femmes de 34 ans et plus. Donc globalement, on voit qu'on a une augmentation du recours à l'AMP. Un autre marqueur qui peut être également le nombre d'enfants nés après AMP. Donc là, c'est une publication française qui date un petit peu, mais que j'ai conservée parce que je trouve qu'elle montre bien l'évolution. Vous voyez que donc depuis le démarrage de la FIV, là, dans les années 80, on voit qu'on a une augmentation très importante du nombre, là, sur votre gauche, du nombre d'enfants conçus par assistance médicale à la procréation, avec une proportion d'enfants qui augmente de manière importante pour arriver à 3,4% à peu près des enfants nés après AMP. Et sur votre droite, c'est le nombre cumulé d'enfants conçus par fécondation in vitro. Et vous voyez que quand on regarde les paliers, on avait au démarrage donc 100 000 enfants à la fin des années 2000. Et puis, on avait déjà 200 000 enfants fin des années 2008, 300 000 enfants fin 2014. Donc, vous voyez, pour avoir 100 000 enfants de plus nés par AMP, la durée se raccourcit. Et donc, ça montre bien qu'on a une augmentation de plus en plus importante du nombre de naissances d'enfants issus d'AMP. Un autre marqueur pourrait être l'altération des caractéristiques spermatiques. Vous avez dû voir ça, c'était à la une du Monde le 15 novembre 2022, avec un schéma, une figure assez marquante à se demander si on était en voie d'extinction. Alors, ça, c'était lié à une publication que je vais vous présenter juste après. Un des marqueurs qu'on peut avoir quand même, c'est que à l'international, je vous parlais tout à l'heure des normes OMS, à partir desquelles on considérait qu'un patient était fertile ou non. Ces normes OMS, elles ont évolué ces dernières années. Et vous voyez, quand on regarde entre 1999 et 2021, pour dire que les patients étaient quand même fertiles, et bien finalement, ces normes ont quand même baissé. C'est-à-dire que le volume est passé pour une normalité, entre guillemets, à 2 millilitres en 1999, on était à 1,4 en 2021. La concentration spermatique est passée de 20 millions par ml à 16 millions par ml en 2021. La mobilité progressive a chuté également de 50 à 30%, de mobilité progressive. Et le nombre de formes typiques est passé de 30 à 4%. Donc vous voyez que même chez des patients fertiles, finalement, déjà ces normes ont baissé, donc montrant que potentiellement il y avait quand même une diminution et une altération des caractéristiques spermatiques, même dans une population d'hommes fertiles. Ça, c'est une diapositive, donc c'est celle-ci qui a fait un peu un grand bug, qui a montré qu'à l'international, on avait une diminution par 2 de la concentration spermatique moyenne observée, qui est passée, vous voyez, de 100 millions par ml dans les années 70 à 49 millions dans les années 2018. Avec cette concentration spermatique moyenne, donc à 47 millions par ml, qui expose du coup une large population d'hommes à une concentration spermatique inférieure à 40 millions par ml, et donc ce qui implique derrière, avec potentiellement un risque d'allongement du délai nécessaire à concevoir et un recours et une augmentation du recours au traitement d'infertilité. Et ça,
on le voit à la fois dans les pays du Nord, mais également dans les pays du Sud, avec une diminution de plus en plus importante de la concentration spermatique. Ce que vous avez à gauche en bleu, vous voyez qu'on avait une diminution de 1,16% par an, donc après 72, mais jusqu'aux années 2000, et après les années 2000, une diminution de 2,6% par an. À droite, ça remonte à peu près la même chose. Si vous voyez en bleu, vous avez vraiment cette diminution de la concentration spermatique qui a été décrite dans les publications. En France, ce qu'on peut voir, c'est cette publication de 2018 où on avait une baisse significative et continue de 32,2% de la concentration spermatique. Et donc, pour un homme de 35 ans, cette concentration moyenne allait de 73,6 millions de spermatozoïdes en 89 à 49,9 millions par millilitre en 2005, ce qui était une diminution d'environ 1,9% par an. Alors, ces chiffres, en fait, c'était issus des données que nous, on rend dans le cadre d'une prise en charge en assistance médicale à la procréation. C'était des hommes qui étaient pris en charge en fécondation in vitro dans nos centres d'AMP en France, pour lesquels leur conjointe avait une stérilité tubaire absolue. Et donc, ils ont considéré qu'en regard, l'homme n'avait pas de problème spermatique. Et donc, ils ont considéré que c'était à peu près cohérent avec une population témoin représentative de la population générale. Pour autant, vous voyez qu'il y a d'autres études qui n'ont pas de différence. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée juste après dans Andrologie, en 2022 également, et qui, eux, pour le coup, ne retrouvaient pas de diminution des caractéristiques spermatiques. Ils ont regardé un petit peu à la fois dans les populations fertiles, chez des populations non sélectionnées, chez des jeunes, des donneurs de sperme, et ils ont repris les mêmes publications que celles qui étaient dans la revue précédente. Ils ont rajouté des publications un peu récentes et eux, pour le coup, ne montrent pas de différence. Donc, vous voyez que finalement, ce n'est pas si simple que ça de conclure. La raison pour laquelle, c'est que finalement, quand on a des études importantes comme ça qui reprennent un grand nombre de données, on peut avoir des biais de sélection qui vont être liés aux populations étudiées. Qu'est-ce qu'on regarde? Des populations fertiles, des infertiles, des donneurs de sperme. On n'a pas vraiment d'études prospectives sur des échantillons représentatifs de la population générale, donc ça empêche un peu de conclure. On va avoir des difficultés aussi de conclure les résultats sur un seul spermogramme avec une forte variabilité intra-individuelle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on a des patients qui viennent nous voir, moi, c'est ce que je donne comme message à mes étudiants, c'est qu'il ne faut jamais conclure avec les résultats d'un seul spermogramme. Or, dans ces études-là, finalement, ils vont prendre les résultats d'un seul spermogramme d'un patient. On va avoir quand même encore des faits qui vont être encore élevés des paramètres spermatiques. Et puis, il faut toujours replacer la problématique au sein du couple, puisqu'une concentration de 5 millions de spermatozoïdes par millilitre peut permettre une fécondation si la compagne en regard est jeune et fertile. Donc finalement, j'aime bien ce qui a été dit par un épidémiologiste français. Déclin ou pas déclin, finalement, l'important est d'identifier les facteurs de risque de l'infertilité masculine. Donc, quelles pourraient être les étiologies ? Si on considère qu'on a une augmentation de l'incidence de l'infertilité du couple qui va être de toute façon multifactorielle, c'est difficile de faire la part des facteurs biologiques et sociétaux. Donc, une des premières choses, c'est que les tabous sont tombés, on en parle, et tant mieux. Donc, de ce fait, probablement qu'il y a plus d'informations, les patients viennent consulter un peu plus rapidement, donc on prend en charge les patients un peu plus rapidement, donc ça peut aussi expliquer pourquoi est-ce qu'on augmente le nombre de prises en charge en assistance médicale à la procréation. Est-ce qu'on n'aurait pas une évolution de l'espèce humaine ? On va avoir un âge du désir d'enfant qui est plus tardif, ça c'est une certitude, je vais vous montrer un tout petit peu après. Il peut y avoir un effet des modes de vie et puis l'impact des facteurs environnementaux. Ça, c'est le Dr Delva qui va vous en parler juste après. Donc, on voit que cet âge du désir d'enfant, il est plus tardif. On va avoir un recul de l'âge de la maternité. En 40 ans, on a quand même une augmentation de 5 ans de l'âge moyen lors de la première naissance, puisqu'on était à 24 ans en 1974 et on est passé à 28,8 ans en 2019. Et aujourd'hui, en Europe, la moyenne d'âge des femmes qui accouchent dépasse les 30 ans. On va avoir des causes qui vont être multiples. On a des causes assez classiques, c'est-à-dire la maîtrise de la contraception, des études plus longues des femmes, le temps de rencontrer l'homme de sa vie qui peut être un peu long. Trouver un homme qui est candidat à la paternité, c'est pas toujours facile.
Il peut aussi y avoir une ignorance du déclin de la fertilité avec l'âge. Et ça, pour le coup, on le voit tous les jours en consultation et encore ce matin. Donc, voilà, ça, il faut vraiment se méfier. C'est un message qu'il faut faire passer pour les dames. Attention à l'âge qui passe. Il peut y avoir également une confiance excessive dans l'AMP. On n'arrive pas à tout régler, malheureusement. Et puis, avec un mythe des grossesses possibles un peu à tout âge. Et ça, on le voit en plus au niveau des stars qui vont être en photo avec leur gros ventre à 45 ans ou 50 ans sans vraiment expliquer comment est-ce qu'elle tombe enceinte. Donc, méfiance, surtout qu'on sait que l'âge de la femme est en effet le premier facteur de succès, quel que soit le traitement d'infertilité envisagé. Et donc là, vous voyez que la part des femmes de plus de 35 ans et plus, c'est ce que vous avez en bleu ici, augmente de manière importante depuis les années 70. Je vous le disais, la fertilité féminine elle chute avec l'âge, et ce dès 30 ans, avec une diminution quantitative et qualitative des ovocytes avec l'âge de la femme. Et puis, on a également une augmentation du risque d'infertilité masculine avec l'âge, surtout au-delà de 50 ans. Donc, si on reprend des chances de... la potentialité max de fertilité des femmes qui est à 100% en bleu, vous voyez, vers l'âge de 25 ans, vous voyez, ça baisse un peu doucement jusqu'à 35 ans. Et puis, par contre, après, il y a une chute drastique pour arriver à une potentialité qui est quasiment nulle dès qu'on arrive proche de la ménopause. Donc, méfiance à l'âge qui passe, surtout après 35 ans. Et chez l'homme, c'est vrai aussi, mais c'est quand même moins franc. Et donc, quand on regarde en fonction de l'âge de la femme au début de la recherche de grossesse, le pourcentage de couples qui conçoit dans les 12 mois, il est quand même de 75% quand on démarre à 30 ans, et il est plus de 44% quand on démarre à 40 ans, avec du coup en regard une augmentation du pourcentage de couples infertiles. Et puis, quand on va regarder en fonction de l'âge également de la femme au début de la recherche de la grossesse, le pourcentage qui vont avoir un enfant, 91% à 30 ans, c'est plutôt rassurant, on va être plus qu'à 57% à 40 ans. Et encore ça, je trouve que c'est des chiffres qui sont plutôt optimistes. Une dernière chose, c'est aussi l'effet du mode de vie. Par exemple, je vous ai juste mis l'effet du poids. On voit qu'on va avoir un délai pour concevoir qui va être allongé chez les femmes obèses, avec une fécondité réduite pour les femmes qui vont être en surpoids et obèses, y compris à cycle régulier, donc méfiance. Chez l'homme, pareil, avec une augmentation du risque d'oligospermie chez les hommes en sous-poids et chez les hommes obèses. Et quand on regarde les deux membres du couple, quand on a un couple où les deux ont un IMC normal, par rapport au couple avec les deux qui ont un IMC normal, les taux de grossesse sont réduits de 10% pour les couples où les deux sont en sous-poids et de 19% pour les couples où les deux sont obèses. Donc attention, puisque finalement on va avoir un effet également important du mode de vie. Et puis aujourd'hui, on est là aussi également pour parler environnement. Donc je vais laisser ma collègue Dr Delva vous parler de l'effet de l'environnement sur la fertilité. Merci. Donc, je suis le docteur Delva et je coordonne le Centre Artemis, qui est une plateforme de prévention en santé et environnement et qui est dédiée à la reproduction. Donc, comme l'a fait Lucie, quand on parle d'environnement, il faut déjà définir ce que l'on entend par environnement. Et donc, on a déjà une définition qui a été donnée par l'OMS en 1994 sur la santé et environnement, donc sur ce que l'on entend entre environnement et les effets sur la santé. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que ça comprend tous les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de l'environnement. Donc, vous voyez qu'au niveau international, on a une définition très très large de ce que l'on entend dans ce terme d'environnement. En France, on a une définition qui est un peu plus restrictive puisque ça prend en considération toutes les sources de pollution ou d'exposition qui sont susceptibles de concourir à l'altération de l'individu. Et nous, c'est plutôt dans cette définition-là qu'on va le traiter aujourd'hui. Alors, quand on parle d'environnement, on fait souvent le parallèle avec ce que l'on trouve en génétique et avec le génome, et donc on va parler de l'exposome. Et je vous ai représenté sur cette figure une représentation schématique de l'exposome. Et l'exposome, c'est toutes les expositions auxquelles un individu peut être exposé tout au long de sa vie. Donc, vous voyez qu'il
C'est très difficile à caractériser parce que c'est dès la vie fétale et sur l'ensemble de la vie. Et donc, dans cet exposome, on va prendre en compte à la fois l'environnement externe, donc par exemple le mode de vie, l'activité physique, la consommation d'eau, l'environnement général externe, tel que le climat, la pollution atmosphérique, le trafic, mais aussi l'environnement interne, parce que finalement, la manière dont ces expositions vont être intégrées au niveau interne de l'organisme vont aussi pouvoir entraîner des effets différents sur la santé de l'individu. Donc vous voyez la complexité finalement d'aller étudier l'ensemble de ces expositions et de regarder les effets sur la santé générale de l'individu. Alors, si on regarde un peu plus spécifiquement sur la reproduction, et là je parlerai de l'ensemble du processus de reproduction et pas seulement de la fertilité, aussi bien de la fertilité que du développement de l'enfant, finalement, quand on regarde les facteurs de risque environnementaux qui peuvent avoir un effet sur ce processus de reproduction, on les catégorise en général en tant qu'agents chimiques, agents biologiques, agents physiques, les contraintes biomécaniques, par exemple la station debout prolongée, ou les contraintes organisationnelles, par exemple, telles que le travail de nuit. Et donc, on en reparlera tout à l'heure. Alors, en Europe, ce qui est important, c'est qu'il y a une réglementation qui existe, et cette réglementation, elle a pour objectif d'identifier des substances chimiques qui vont avoir un effet sur ce processus de reproduction. Et donc, il existe une classification réglementaire qui est faite pour protéger les consommateurs et qui classe les substances chimiques qui sont mises sur le marché comme des substances qui ont un effet sur la reproduction qui est avéré pour l'homme. Et ces substances, elles vont être classées R1A. Des effets reprotoxiques qui sont présumés pour l'homme et les substances vont être classées comme R1B, ou des effets reprotoxiques qui sont suspectés pour l'homme et les informations disponibles sont encore insuffisantes à ce jour. Et donc, pour alerter le consommateur, on peut retrouver sur les produits chimiques qui sont vendus ce pictogramme. Non. Ce pictogramme, et ce pictogramme, il veut dire risque grave pour la santé. Donc, quand vous achetez un produit chimique, il faut aller regarder sur l'étiquette et vous voyez, j'ai représenté des produits chimiques où il y a des étiquettes dessus et on peut retrouver les pictogrammes et ce pictogramme, il permet déjà d'informer le consommateur. Et pour savoir s'il y a un effet spécifique sur la reproduction, il est accompagné de mentions de danger qui vous sont présentées ici. H360 qui peut nuire à la fertilité ou au fœtus et H361 qui veut dire susceptible de nuire à la fertilité au fœtus. Donc déjà ça, c'est des informations que l'on peut facilement retrouver en tant que consommateur pour voir si une substance est classée ou pas comme reprotoxique. Alors ensuite, quand on parle de substances chimiques, on parle souvent de perturbateurs endocriniens. Et donc je voulais un peu vous rappeler l'histoire des perturbateurs endocriniens et la manière dont ils fonctionnent. Donc le système endocrinien, il est composé de glandes endocrines qui sont représentées sur ce schéma. Et les glandes endocrines, ça va produire des hormones. Et les hormones, en fait, c'est des substances qui sont capables d'agir à très faible dose. Elles sont fabriquées pour agir à très faible dose et elles ont une fonction au niveau de l'organisme de communication lente, continue et diffuse en comparaison avec le système nerveux qui est plutôt un mode de communication très rapide. Au niveau historique, la première fois où on a commencé à parler de perturbateurs endocriniens, c'est en 1962 dans le livre Silent Spring de Rachel Carson, où elle alertait les autorités aux États-Unis sur l'utilisation du DDT, qui est un insecticide organochloré, donc qui est persistant dans les sols. Et en fait, ce qu'elle avait observé, c'est que l'utilisation du DDT entraînait un amincissement des coquilles d'oiseaux piscivores et d'oiseaux de proie. Et de fait, de l'amincissement de ces coquilles, il y avait un déclin finalement de ces oiseaux de proie. Et donc, dans ce livre, elle l'alerte sur l'utilisation du DDT parce que ça altère la fonction reproductive de la faune.
En parallèle, il y avait une substance qui était utilisée, le tributyléthane, qui était utilisé dans les peintures anti-salissure sur les coques de bateaux. Et ce qui avait été observé, c'est que les femelles d'espèces d'escargots marins se masculinisaient. Et comme toutes les espèces se masculinisaient, on avait aussi un déclin de ces espèces d'escargots. Et donc, c'était les premières fois, finalement, où on observait que des substances chimiques pouvaient interférer avec la reproduction initialement d'animaux. Il y a eu aussi l'histoire du distilbène. Et donc le distilbène, c'est un médicament qui a été donné aux femmes entre 1948 et 1977. Et ce médicament, il avait pour objectif de faire de la prévention pour les femmes qui avaient des avortements spontanés à répétition. Et donc, il a été donné à plus de 200 000 femmes entre 1948 et 1977. Et en fait, ce distilbène, il a vraiment la forme de l'oestrogène, la forme chimique de l'oestrogène. Et donc, c'est un perturbateur endocrinien puisqu'il va perturber l'action finalement des oestrogènes naturels. Et donc, ce qui a été observé, c'est que chez les femmes qui ont pris du distilbène, on a observé une augmentation de 35% de cancer du sein, mais il y a eu aussi des effets chez les enfants de ces femmes avec des cancers, des troubles de la fertilité, des grossesses pathologiques, des cryptorchidie, qui est une anomalie où le testicule ne descend pas au moment de la naissance, et des hypospadia, qui est également une anomalie, une malformation congénitale où l'urètre, vous voyez, ça bouche pas au bon endroit sur le pénis. Et ce que nous apporte aussi l'histoire du distilbène, c'est que finalement, on retrouve aussi des effets sur la 3e génération avec les petits-enfants qui ont des séquelles de prématurité et également une augmentation du risque de malformation congénitale. Donc en fait, le distilbène, ça nous apporte des données scientifiques qui nous montrent qu'il peut y avoir des effets transgénérationnels d'une exposition à des perturbateurs endocriniens pendant la grossesse sur des générations futures. Alors après, la manière dont ces femmes ont été exposées au distilbène, c'était par voie orale à forte dose. Et donc, ça nous apporte une preuve de concept que ça peut arriver. Mais par contre, pour ces niveaux d'exposition-là, ceux pour lesquels on ne va pas toujours retrouver pour tous les perturbateurs endocriniens auxquels on va pouvoir être exposé dans la vie de tous les jours. Alors, il y a l'OMS en 2002 qui a donné une définition de ce qu'était un perturbateur endocrinien. Et donc, c'est une substance ou un mélange exogène qui possède des propriétés qui sont susceptibles d'induire une perturbation endocrinienne dans un organisme intact chez sa progéniture ou au sein de sous-populations. Donc, ce qu'il y a aussi avec les perturbateurs endocriniens, c'est que ça remet en doute finalement tout ce que l'on avait appris sur les substances chimiques, où en général on dit qu'il y a une relation dose-effet, c'est-à-dire que plus la dose augmente et plus l'effet va être important. Je vous ai dit au début que les hormones, elles agissent à très faible dose, et du fait que ces hormones agissent à très faible dose, on suspecte que les perturbateurs endocriniens peuvent également agir à plus faible dose, ou en tout cas avec des effets qui peuvent ne pas être attendus, puisqu'ils vont pas suivre une relation linéaire comme c'est attendu là, mais ils vont avoir des courbes non monotones, donc qui sont plus difficiles à prévoir. Alors, ce qui est extrêmement important aussi quand on parle de perturbateurs endocriniens, c'est la période d'exposition. Et donc, vous voyez, j'ai représenté sur le schéma l'exposition à des perturbateurs endocriniens. Donc, soit pendant la période préconceptionnelle, la période périconceptionnelle ou pendant la grossesse. Quand c'est pendant la période périconceptionnelle, ça va entraîner des modifications des cellules sur la reproduction, et donc ça va pouvoir altérer finalement la reproduction. De la même manière pendant la période périconceptionnelle. Pendant la grossesse, on peut avoir une altération du développement de l'enfant. Et les expositions pendant la grossesse vont pouvoir aussi avoir des répercussions chez les enfants, mais aussi chez les petits-enfants, comme cela a été montré avec le distilbène. Et donc ça s'appelle l'origine développementale de la santé et de la maladie, c'est que les expositions pendant la vie fœtale
peuvent avoir un impact chez l'enfant et l'adulte, puis chez les petits-enfants. Ensuite, quand on regarde finalement comment on est exposé à ces facteurs de risque environnementaux, à ces perturbateurs endocriniens, finalement, on va les retrouver un peu partout dans notre environnement. Et donc, ici est représenté un schéma conceptuel d'exposition à la pollution intérieure, où on avait identifié les facteurs de risque sur la reproduction et on avait essayé d'identifier où est-ce qu'on les retrouvait dans l'environnement du fœtus et du jeune enfant. Donc, par exemple, si on prend les phtalates, qui sont des facteurs de risque sur la reproduction, on peut les retrouver dans les cosmétiques, dans l'alimentation et les contenants alimentaires, dans l'ameublement, les équipements et les textiles, dans les matériaux de construction, par exemple. Après, ce qu'il faut faire comme analyse, c'est pas parce qu'on les retrouve dans ces matériaux ou dans ces cosmétiques ou dans l'ameublement que la femme enceinte va forcément y être exposée. Et c'est ça qu'il va falloir identifier dans nos consultations, c'est est-ce qu'elles sont réellement exposées ou pas, parce que par exemple dans un contenant alimentaire, si le contenant alimentaire n'est pas chauffé et juste utilisé comme contenant, il ne va pas y avoir d'exposition de la femme enceinte à ce polluant. Donc il y a toute cette analyse fine qui, c'est pas parce qu'on le retrouve dans notre environnement qu'on va forcément y être exposé. Alors, pour vous parler un peu plus de environnement et fertilité, quand on parle d'environnement et fertilité masculine, donc on a repris ce schéma qui montre en effet ce que vous a présenté tout à l'heure Lucie, une diminution de la fertilité, des taux de fertilité masculine. Et ce déclin de la fertilité masculine, elle est expliquée par trois anomalies, par des anomalies génitale, une diminution de la qualité spermatique et une augmentation de la survenue de cancer du testicule chez les hommes jeunes. En fait, ces trois anomalies, on les lie ensemble et on dit qu'elles sont liées à un syndrome de dysgénésie testiculaire. Et ce syndrome de dysgénésie testiculaire, il serait lié à des expositions pendant la vie fœtale associés à des facteurs génétiques, comme c'est représenté sur ce schéma ici. Et donc, ces expositions environnementales, on peut retrouver la pollution de l'air, les polluants domestiques, les expositions professionnelles et les perturbateurs endocriniens dont on a parlé avant. Et ça serait vraiment plutôt lié à des expositions fœtales, même si il y aurait sûrement d'autres expositions au cours de la vie qui peuvent aussi interférer, mais majoritairement des expositions fœtales. Quand on regarde dans les études scientifiques, pour vous donner quelques exemples de facteurs de risque environnementaux qui peuvent avoir des effets sur les caractéristiques spermatiques, on retrouve les pesticides, dont le dibromochloropropane, qui est un pesticide qui était très utilisé en Amérique du Sud dans les années 70 et qui a décimé la fertilité de populations d'agriculteurs à cette époque-là. On retrouve les métaux dans le plomb, des éthers de glycol qui sont des solvants qui sont utilisés dans nombreux produits du quotidien, des dibromure d'éthylène, du disulfide de carbone, les rayonnements ionisants bien sûr, et le tabagisme qu'il faut surtout pas oublier. Et dans le tabagisme, ce qui est aussi important et sur lesquels il y a quelques données scientifiques, c'est que le tabagisme maternel pendant la vie fœtale peut aussi entraîner à l'âge adulte une diminution de la qualité spermatique chez l'homme, et ce qui nous apporte une preuve de concept de plus que les expositions pendant la vie fœtale ont vraiment des répercussions à l'âge adulte. Quand on s'intéresse ensuite à la fertilité féminine, là, contrairement à l'homme, où vraiment l'exposition pendant la vie fœtale joue un rôle particulièrement important, pour la fertilité féminine, c'est plus les expositions tout au long de la vie, finalement, qui vont avoir une importance, avec sûrement des périodes clés, telles que la vie fœtale, la petite enfance, l'adolescence, et puis une fois que les règles sont présentes. Et donc ça va pouvoir entraîner de nombreuses pathologies, parmi celles que vous a décrites Lucie tout à l'heure. Donc je vous ai donné un exemple sur l'insuffisance ovarienne précoce. Il y a une revue de la littérature qui a été faite et qui recherchait finalement quelles étaient les substances chimiques
qui pouvaient avoir un effet sur la survenue d'une insuffisance ovarienne précoce. Et donc, vous voyez qu'il y a de nombreuses substances chimiques que je ne vous décrirai pas ici qui ont été identifiées, mais la plupart ont été identifiées seulement à partir d'études chez l'animal, et on a peu d'études chez l'homme parce que c'est assez complexe de faire des études chez l'homme pour l'insuffisance ovarienne précoce, c'est-à-dire que pour mesurer l'insuffisance ovarienne précoce, c'est assez complexe d'arriver à construire des études épidémiologiques. Et donc, il n'y a que deux substances chimiques, le 2-bromopropane et le cadmium, pour lesquels on a un niveau de preuve qui est avéré puisqu'on a des données chez l'homme. Et donc, globalement, il y a une revue de la littérature qui a été faite en 2016 et qui disait que sur les 15 dernières années, il y avait des preuves scientifiques robustes que des expositions préconceptionnelles et prénatales ont des effets sur la santé reproductive. Et donc, c'est des sociétés savantes américaines qui appelaient à identifier et réduire les expositions environnementales, à intégrer la santé environnementale dans les soins et donc à plaider pour mettre en place des politiques de prévention finalement de ces expositions environnementales. Et donc, dans ce contexte-là, il y a des plateformes qui se sont mises en place en France, les plateformes Prévenir. Donc, il y en a plusieurs sur le territoire, et donc le Centre Artémis fait partie de ces plateformes et qui ont un objectif, comme pour objectif une prise en charge individuelle des couples pour faire un diagnostic environnemental et faire des préconisations ciblées. Donc, l'objectif de ces plateformes, c'est vraiment de faire de la prévention pour que les couples soient dans les meilleures conditions environnementales possibles pour un bon déroulement de la grossesse à venir. Et donc, l'objectif de ces consultations, c'est d'identifier les facteurs de risque sur la reproduction, donc les agents chimiques dont je vous ai bien parlé lors de cette présentation, mais aussi les agents physiques comme la chaleur pour l'homme ou les rayonnements ionisants, les agents biologiques et tout ce qui est contraintes physiques et organisationnelles qui peuvent avoir des effets sur tout ce processus de reproduction. Donc l'idée lors de ces consultations, c'est d'identifier par un autoquestionnaire ces expositions à ces facteurs de risque sur la reproduction. Et si on n'identifie pas d'exposition à ces facteurs de risque sur la reproduction, on envoie un courrier au couple avec les conseils de prévention sur les bons gestes à adopter au quotidien, finalement, pour avoir une meilleure santé au quotidien. Et si on suspecte des expositions à des facteurs de risque avérés sur la reproduction, on va finalement faire une évaluation plus poussée pour identifier ces facteurs et pouvoir donner des conseils de prévention qui sont adaptés. Donc, en milieu professionnel, si on identifie des facteurs de risque sur la reproduction, on va ensuite pouvoir donner des conseils de prévention pour que le travailleur, la femme ou l'homme, finalement, puisse limiter au maximum ses expositions en vue d'une future grossesse. Et donc, on va l'informer déjà sur la présence de ces risques au poste de travail. On va recommander la mise en place d'hôtes, par exemple, pour manipuler des produits chimiques, le port d'équipements de protection individuelle, donc de porter le bon masque pour une bonne utilisation. Par exemple, porter un masque chirurgical pour manipuler des produits chimiques, ça ne permet pas de se protéger de l'exposition aux produits chimiques, alors qu'un autre type de masque pourrait permettre de se protéger. On va donner aussi des conseils sur l'hygiène et l'entretien de la tenue de travail et surtout des recommandations pour pouvoir passer le relais au service de santé au travail. En milieu extra-professionnel, on va donner des conseils par rapport aux contaminations de l'habitat pour les riverains de zones agricoles, de zones industrielles, de réseaux routiers. Et pour les expositions actives, on va vraiment axer sur le changement de comportement pour les patients. Donc, dans les exemples de ce que l'on peut donner comme message, par exemple, pour les sujets qui utilisent des produits d'entretien sous forme de spray, on sait que ça peut être exposant à des composés organiques volatiles et semi-volatiles qui peuvent être perturbateurs endocriniens. Et donc, on va donner des messages sur la qualité de l'air intérieur qui sont donnés par des instances et des institutions telles que le Centre scientifique et technique du bâtiment. De la même façon, pour les personnes qui utilisent des diffuseurs d'ambiance, des désodorisants ou des bougies parfumées, on sait que ça pollue plus l'environnement intérieur. Et donc, on va également donner des messages sur le fait de
pas utiliser ces produits, surtout en présence d'enfants, et d'aérer si jamais on utilise ces produits. Pour tout ce qui est pesticides, on va plutôt préconiser de ne pas utiliser ces produits au domicile et que s'ils sont utilisés, de bien lire les conseils d'utilisation. On a aussi des recommandations sur la consommation de poissons qui, pour les femmes enceintes et le jeune enfant, doit éviter la consommation de poissons de poissons d'eau qui sont des poissons prédateurs d'autres poissons, puisqu'il peut y avoir des métaux lourds à l'intérieur. Et puis, on va donner des conseils pour la réalisation de travaux, pour le brûlage de déchets verts et pour les riverains de zones de culture. Donc, on a tout un tas de conseils de prévention, finalement, pour limiter les expositions à ces facteurs de risque environnementaux. Et je vous remercie de votre attention.